Mon père a exigé ma maison de 4 chambres pour mon frère parce qu'il fondait une famille, alors que je suis célibataire sans vie. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter pour son enfant chéri, car de toute façon, il n'est même pas le sien. Salut Reddit. Mes parents ont décidé que mon frère au chômage méritait ma maison plus que moi. La maison que j'ai construite de mes 2 mains. Vous allez avoir besoin de popcorn pour celle-ci, car lorsque j'ai refusé de remettre les clés, eh bien, j'ai accidentellement fait exploser tout l'arbre généalogique. Je m'appelle Oliver, 38 ans, et j'ai passé 2 ans à reconstruire de mes propres mains une maison de style craftsman à Portland. Cette maison de 4 chambres représente tout ce que j'ai bâti sans l'aide de personne. En grandissant à Beaverton, j'ai vite compris que certains enfants reçoivent des couronnes tandis que d'autres regardent depuis la touche. Mon frère Ethan, de 4 ans mon cadet, était le prince héritier. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu un vélo d'occasion d'un vide-grenier, avec un guidon tordu et une chaîne rouillée. Quand Ethan a eu 12 ans, il a eu une fête dans un parc de trampoline, plus un vélo tout neuf. J'ai demandé à papa pourquoi. Sa réponse, la vie n'est pas juste, Oliver. Sois reconnaissant ou tais-toi. Ethan s'en sortait avec des C et des D, a réussi à obtenir un B+, et papa a emmené la famille chez Mortoness. J'ai été sur la liste du doyen 3 semestres de suite et j'ai eu droit à un grognement si j'avais de la chance. Maman le voyait, mais n'a jamais rien dit. À l'université, c'est devenu impossible à ignorer. Ethan a eu ses études entièrement financées par papa. Tout était couvert. Moi? Papa a dit que je devais me forger le caractère en payant mes propres études. Alors, j'ai cumulé 3 emplois. Le matin dans un dîner à 5 heures, le soir à la bibliothèque, et les week-ends à faire des travaux de démolition pour un entrepreneur nommé Russ qui payait en espèces. Le boulot dans la construction a commencé comme un moyen de payer le loyer. Mais quelque chose a changé quand Russ m'a tendu une masse et a désigné un mur. Frappe-le comme s'il te devait de l'argent, a-t-il dit. Après un mois, il m'a pris à part. Tu ne te contentes pas de balancer la masse pour un chèque de paie. Tu observes vraiment ce que tu démolis. C'est rare. Il a commencé à m'apprendre à lire des plans, à comprendre les descentes de charge. En 3e année, je calculais les coûts des matériaux pendant mes cours. J'ai obtenu mon diplôme en commerce sans aucune dette. Ethan a changé de spécialisation 4 fois. Ça lui a pris 6 ans, tout ça aux frais de papa. Après mon diplôme, j'ai commencé chez Cascade Construction. Je vivais avec 3 colocataires dans une maison où la douche avait 2 réglages, brûlante ou glacée. Je conduisais une Honda avec 180 000 miles qui consommait de l'huile. J'économisais tout. Ethan a reçu un acompte pour un condo et une nouvelle Audi. J'ai passé 6 ans à apprendre le développement immobilier, acceptant tous les sales boulots que personne ne voulait. Mon patron, Gary, m'a pris à part un soir après m'avoir trouvé au bureau à 21h. Tu penses déjà à 3 projets d'avance. Il est temps de monter ta propre affaire avant de rester coincé ici pour toujours. À 30 ans, j'ai acheté une maison à rénover dans un quartier peu sûr où les coups de feu servaient de réveil matin. J'ai passé 8 mois à la rénover, dormant sur un lit de camp. Les fondations s'étaient affaissées de 5 cm dans le coin nord-ouest. Je les ai remises à niveau, coulé de nouvelles semelles, remplacé les solives de rive, obtenu tous les permis, fait les choses dans les règles de l'art. Je l'ai vendu avec un bénéfice de 45%, réinvesti cet argent dans la propriété suivante, et j'ai bâti mon entreprise pendant qu'Ethan passait d'un emploi à l'autre, ne tenant jamais plus de 8 mois. Papa avait toujours des excuses prêtes. Le patron n'appréciait pas sa pensée innovante. Ce n'était jamais la faute d'Ethan. La vie sentimentale d'Ethan ressemblait à son parcours professionnel. Il y a d'abord eu Britney, à qui il a emprunté $4 000 avant qu'elle ne le mette à la porte. Puis Jasmine, qu'il a entretenue pendant 5 mois. Papa intervenait toujours avec de l'argent. Puis est arrivée Kelsey. Il l'a rencontrée lors d'un événement de réseautage. Elle avait 26 ans, travaillait comme consultante en médias sociaux. 900 abonnés et des sponsorings qui payaient en poudre de protéines gratuite. En 2 mois, Ethan l'a demandé en mariage avec une bague pour laquelle papa s'est porté garant. En 4 mois, il planifiait un mariage que papa a accepté de financer. Les signaux d'alarme étaient partout. Les lunettes de soleil Chanel de Kelsey avec un budget de Target. Les dettes de carte de crédit d'Ethan que papa continuait de rembourser. Pendant que la vie de mon frère tournait sur la carte de crédit de papa, mon entreprise a grandi. Je me suis fait un nom dans les rénovations historiques.
À 35 ans, je soumissionnais pour des projets de développement majeurs avec des listes d'attente. Il y a 3 ans, j'ai trouvé la propriété qui a tout changé. Une maison de style craftsman de 4 chambres dans un quartier en pleine mutation. La maison avait été vidée par un propriétaire précédent qui était à court d'argent. Des montants exposés infestés de fourmis charpentières, une installation électrique ancienne, une plomberie qui fuyait de la rouille, mais une solide charpente en sapin de Douglas en dessous. J'ai passé 2 ans sur cette maison. Je travaillais sur mes projets la journée, rentrais chez moi et travaillais jusqu'à minuit avec une lampe frontale et des outils Milwaukee. J'ai refait toute l'électricité. J'ai refait toute la plomberie. J'ai restauré les planchers en bois avec une ponceuse à bande. J'ai construit une cuisine sur mesure. L'ancienne installation électrique avec isolateur et tube a dû être complètement retirée. J'ai installé de nouveaux circuits, modernisé le panneau à 200 ampères, installé des prises DDFT dans la cuisine et les salles de bain. Chaque inspection a été validée du premier coup. Chaque dollar était le mien. Chaque heure était la mienne. Cette maison est devenue la preuve que je pouvais construire quelque chose de valeur par moi-même. Pendant ce temps, les fiançailles d'Ethan et Kelsey s'étiraient sur leur 2e année. Ils avaient fixé 3 dates de mariage, annulé les 3 parce qu'ils dépensaient l'argent de la compte pour autre chose. Ils vivaient dans le condo d'Ethan que papa avait acheté, survivant grâce au travail sporadique d'Ethan en freelance qui rapportait peut-être $600 par mois, au sponsoring Instagram de Kelsey et aux injections mensuelles d'argent de mes parents. Kelsey avait un talent pour dépenser l'argent des autres. Pendant ce temps, les cartes de crédit d'Ethan étaient plafonnées à $47 000 sur 5 comptes différents. Papa payait les mensualités minimales chaque mois pour éviter les défauts de paiement. Papa traitait Ethan comme un entrepreneur incompris. Maman encourageait chaque mauvaise décision avec des virements Venmo. Et moi, j'étais le fils distant qui avait choisi le succès matériel plutôt que les liens familiaux. Mais j'avais construit de vrais murs. Une maison de 4 chambres valant $680 000 que j'avais achetée pour $340 000. Ethan ne pouvait pas construire un score de crédit supérieur à 590. L'appel est venu de maman un mercredi alors que j'examinais des offres. Sa voix semblait nerveuse. « Chérie, ton père et moi aimerions beaucoup voir ta maison. Nous aimerions venir dîner ce week-end. Juste en famille. » Une partie de moi savait que quelque chose se tramait. L'autre partie a quand même accepté. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Nettoyage en profondeur. J'ai prévu les plats préférés de papa. Des faux filets que j'avais fait maturer à sec moi-même. Des pommes de terre rôties. Des asperges grillées. J'ai fait le plein de café et de boissons de qualité. Ils sont arrivés samedi à 18h précise. Papa est entré en regardant autour de lui comme un inspecteur en bâtiment. Maman a compensé avec des compliments trop enthousiastes. Ethan et Kelsey sont arrivés avec 20 minutes de retard. Kelsey a immédiatement commencé à tout photographier avec son téléphone. La visite de la maison a été, comme prévu, pénible. Je leur ai montré les travaux de structure, expliqué les fondations et le système de plancher. Papa hochait la tête tout en consultant son téléphone. Maman roucoulait. Ethan et Kelsey chuchotaient dans le couloir. Quand nous avons atteint la suite parentale, Kelsey a finalement parlé. « Waouh, Oliver, cette chambre est littéralement plus grande que toute notre chambre. Ça doit être agréable d'avoir tout cet espace juste pour toi. Un peu du gâchis, non? Pour une seule personne. Sérieusement, frérot, a ajouté Ethan, qu'est-ce que tu fais avec 4 chambres? Tu ne reçois même personne. C'est plutôt triste, honnêtement. Tu es juste là, seul, tous les soirs, dans ce grand endroit vide. » J'ai souri et n'ai rien dit. Le dîner a commencé civilement. Maman m'a posé des questions sur mes projets. Pendant 15 minutes, tout semblait presque normal. Puis papa a posé sa tasse de café. « La maison est impressionnante, Oliver. Mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Tu as bien réussi. » Il a fait une pause. Cependant, je dois dire que c'est beaucoup trop pour un célibataire. Toutes ces chambres vides. Avant que je puisse répondre, Ethan s'est raclé la gorge. En fait, puisque nous sommes tous là, Kelsey et moi avons une nouvelle excitante. Il a pris sa main. Nous avons enfin fixé une date de mariage, le 15 décembre, et nous prévoyons de fonder une famille tout de suite. La table a éclaté de joie. Maman a eu les larmes aux yeux.
Papa s'est levé pour serrer la main d'Ethan. J'ai dit, félicitations. C'est le timing parfait, a poursuivi papa. Ethan et Kelsey ont besoin d'une vraie maison familiale. Ce condo est trop petit pour des enfants. J'ai hoché la tête. Il y a de bons quartiers qui se développent. Je pourrais les aider à chercher. En fait, a interrompu papa, ta mère et moi avons discuté d'une solution plus pratique. La pièce est devenue plus silencieuse. Oliver, tu as cette maison de 4 chambres avec 3 pièces vides. Ethan et Kelsey ont besoin d'espace pour leur future famille. Il est tout à fait logique que tu leur donnes cet endroit. Silence. Je suis désolé. Quoi? Papa a fait un geste de la main. Tu es dans l'immobilier. Tu retournes des propriétés constamment. Ce n'est qu'une maison de plus pour toi. Eux, ils ont besoin d'un foyer. Tu es un homme seul qui n'a même pas besoin d'autant d'espace. Tu peux te trouver un appartement. Laisse-les s'installer ici. Kelsey regardait déjà autour d'elle, probablement en train de redécorer mentalement. Ethan avait ce regard suffisant sur son visage, comme s'il avait déjà gagné. Ce n'est pas juste une autre propriété, ai-je dit, en gardant ma voix calme. C'est ma maison. J'ai passé 2 ans à la reconstruire. Oh, allez, s'est moqué Ethan. C'est juste une maison. Arrête de faire ton cinéma. Et il ne s'agit pas de la maison, a dit papa avec impatience. Il s'agit de la famille. Ton frère fonde une famille. Si tu te souciais un tant soit peu de la famille, ce ne serait même pas une question. Je me soucie de la famille, mais me demander de céder ma maison n'est pas raisonnable. Je peux aider avec un acompte. Le sourire de Kelsey a disparu. Waouh. Ton frère a besoin d'aide, et tu es trop égoïste, trop enfermé dans ton petit royaume solitaire pour l'aider. Je propose d'aider, mais pas en abandonnant ma maison. Quelle aide, a marmonné Ethan. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi, a-t-il dit, le visage rouge. Monsieur l'autodidacte. Pendant ce temps, tu es assis dans cette immense maison, seul, comme un ermite pathétique. Pas de petit ami, pas d'amis, juste tes outils et des chambres vides. Mais bien sûr, accroche-toi à ta forteresse. Kelsey s'est penchée. Tu vas mourir seul dans cette maison, Oliver. Vieux et amer. Le reste du dîner a rapidement dégénéré. Papa est devenu plus bruyant. Maman a fait de faibles tentatives pour calmer les choses tout en se rangeant de leur côté. Ethan et Kelsey n'arrêtaient pas de faire des commentaires sur mon existence misérable et sur le fait que la maison serait bien mieux avec une vraie vie au lieu de la crise de la quarantaine d'un homme triste. Au moment de leur départ, les portes ont claqué. Kelsey a fait tomber un cadre photo. Ethan a lancé en partant, tu vas le regretter. C'était fini. Debout dans ma cuisine, j'étais en colère, mais j'avais cette certitude que je ne céderais pas. Cette maison était la mienne, et je la brûlerais avant de la leur donner. Le lendemain matin, 6 appels manqués de maman. 3 messages vocaux avec le même thème. Papa était déçu. Ethan était blessé. Je devais reconsidérer ma position pour le bien de l'unité familiale. Un texto d'elle disait, s'il te plaît, ne laisse pas l'orgueil détruire cette famille. Tu sais que ton frère en a besoin. Pourquoi es-tu si têtu? Aucune mention de ce que je pourrais ressentir en entendant que le travail de ma vie était un espace gaspillé. Aucune reconnaissance du caractère insensé de la demande. Cet après-midi-là, papa a appelé directement. Tu es déraisonnable et franchement embarrassant. Ethan a besoin de cette maison. Ethan a besoin d'un emploi stable et d'une prise de conscience de la réalité. Pas de ma maison. Surveille ton langage. Tu parles de ton frère. Le même frère qui essaie de fonder une famille pendant que tu es assis dans cette maison, seul, à jouer les martyrs. Et c'est ma maison que tu essaies de donner comme une veste d'occasion. Il m'a raccroché au nez. La campagne de pression a commencé pour de bon. Maman appelait quotidiennement avec des discours larmoyants sur l'unité familiale. Mon oncle Isaac a envoyé un email expliquant comment les vrais hommes mettent la famille en premier. Ma tante Paula a publié des statuts Facebook énigmatiques. Certaines personnes accordent plus de valeur aux choses qu'aux gens. Clairement dirigées contre moi. Même mon cousin Blake a envoyé un message. Mec, ne sois pas ce gars-là. Tout le monde avait un avis. Puis c'est devenu public.
Ethan a posté sur la difficulté de trouver un logement familial abordable. Kelsey l'a partagé. Quand des membres de la famille pourraient t'aider mais choisissent de ne pas le faire. Prions pour un changement de cœur. Les commentaires se sont remplis de parents faisant des références à peine voilées à des personnes égoïstes. Papa a intensifié la pression. Il a commencé à appeler mes clients professionnels. Pas beaucoup, juste assez pour causer des problèmes. Il leur a dit que je faisais face à des problèmes personnels et que je pourrais ne pas être fiable. 3 clients ont appelé pour demander si tout allait bien. Un a reporté un projet, en attendant la résolution de votre situation familiale. Ça, c'était dépasser les bornes. Les drames familiaux étaient une chose, attaquer mon gagne-pain, c'était la guerre. J'ai supprimé Facebook et me suis plongé dans le travail. 2 semaines après le dîner, les choses ont dégénéré. Je suis rentré chez moi pour trouver l'Audi d'Ethan dans mon allée. Je l'ai trouvé, lui et Kelsey, dans ma maison avec un mètre ruban d'entrepreneur à la main. La serrure de la porte arrière avait été forcée. Des égratignures autour du pêne dormant. Le cadre de la porte était éclaté là où il l'avait forcé. La salle de bain principale a besoin d'être modernisée, disait Kelsey, en faisant des gestes avec son téléphone. Je pense à des comptoirs en marbre de Carrare et une de ces douches à effet pluie. Et cette chambre serait parfaite pour la chambre de bébé. Il nous faudrait des rangements intégrés, agrandir le placard. Qu'est-ce que vous fichez dans ma maison? Ethan s'est retourné, agacé. Calme-toi, frérot. On prend juste quelques mesures préliminaires. Papa a dit que tu finirais par accepter, alors on voulait être prêt à emménager rapidement. Sortez. L'entrepreneur a rassemblé ses affaires, l'air mal à l'aise. Écoutez, je pensais que c'était finalisé. Ils m'ont montré l'adresse, m'ont dit que le propriétaire avait approuvé la visite. Eh bien, le propriétaire ne l'a pas fait, et vous êtes en violation de propriété. Kelsey a croisé les bras. C'est exactement ça ton problème, Oliver. Tout est à toi, à toi, à toi. Certains d'entre nous comprennent ce que signifie la famille. Ce qu'est un vrai sacrifice. La famille, ça ne veut pas dire entrer par effraction et planifier des rénovations. On n'est pas entré par effraction, a menti Ethan, même si la porte endommagée racontait une autre histoire. Puisque ce sera bientôt notre maison de toute façon. Ouais, vous êtes délirant, parce que ce ne sera jamais votre maison. Jamais. C'est nous qui sommes délirants? La voix de Kelsey est devenue stridente. C'est toi qui es assis ici, seul, à jouer à la maison comme si tu étais quelqu'un d'important. Cet endroit est gaspillé pour toi. Nous, on l'utiliserait vraiment. On le remplirait de vie et d'amour au lieu de l'ego d'un homme aigri. Sortez avant que j'appelle les flics, ai-je hurlé. Mieux vaut être célibataire qu'une sangsue qui n'a jamais rien gagné, ai-je lancé à Ethan. C'est quand la dernière fois que tu as gardé un emploi plus de 6 mois? Le visage d'Ethan est devenu rouge. J'essaie de fonder une famille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je construis ma propre vie sans aide. Tu devrais essayer. L'entrepreneur était parti. Ethan et Kelsey ont suivi, mais pas avant que Kelsey ne renverse une lampe et qu'Ethan ne donne un coup de poing dans le mur en plaque de plâtre, laissant un trou de la taille d'une assiette. Ça m'a coûté $200 de matériaux et 3 heures de travail pour réparer et repeindre. Tu le regretteras, a dit Ethan depuis le seuil. Après leur départ, je suis resté dans mon couloir endommagé. J'ai changé toutes les serrures cette nuit-là et installé un système de caméras de sécurité. La nouvelle escalade a eu lieu 4 jours plus tard. Ryder a appelé pendant une réunion matinale. Quelqu'un appelle nos clients en répandant des rumeurs d'instabilité financière. Mon estomac s'est noué. Quel genre de rumeurs? Faillite personnelle. Projet non terminé. 3 clients ont appelé ce matin. J'ai passé 2 jours à gérer les dégâts. Les Harrison, qui avaient signé pour une rénovation de $400 000, étaient effrayés. Les Martin ont menacé de se retirer d'une nouvelle construction de $680 000. Anderson Commercial voulait des assurances écrites avant de débloquer le prochain versement. Ryder et moi avons remonté à la source. Le numéro de Kelsey. Elle avait photographié notre liste de clients lors de sa visite. Action en justice, a demandé Ryder. Pas encore. Documente tout. Ryder était un ancien marine. Pas de fioriture. Ta famille sabote ton entreprise pour te forcer à partir. C'est la guerre.
Quand est-ce que tu ripostes? Pas encore. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée jeudi soir. J'ai reçu un appel de mon voisin Jerry. Oliver, il y a des gens chez toi qui essaient d'entrer par la porte de derrière. Je suis allé voir. Ils ont dit qu'ils avaient la permission, mais quelque chose me semblait bizarre. À quoi ressemblait-il? Un jeune homme, une femme avec des lunettes de soleil. J'étais à 15 minutes de là. J'ai appelé les flics en conduisant. Je suis arrivé pour trouver deux officiers en train de parler à Ethan et Kelsey. Ethan expliquait qu'ils étaient de la famille et qu'ils avaient des droits sur la propriété. Les flics semblaient sceptiques jusqu'à ce que j'arrive avec mon permis de conduire, l'acte de propriété et les images de sécurité les montrant en train de forcer la porte arrière. C'est une tentative de cambriolage, a dit un officier. C'est mon frère. C'est une affaire de famille. C'est une affaire criminelle quand vous essayez d'entrer par effraction dans la propriété de quelqu'un sans permission, a corrigé le flic. Famille ou pas, Kelsey est intervenu, la voix haute et dramatique. C'est insensé. Nous sommes une famille. Dis-leur, Oliver. J'ai regardé les officiers. Je leur ai demandé à plusieurs reprises de rester à l'écart. Ils m'ont harcelé, sont entrés par effraction une fois et essaient de nouveau. Je veux que cela soit consigné. Ils ne les ont pas arrêtés, leur ont juste donné un avertissement. Mais l'officier m'a pris à part. Je traite des conflits familiaux depuis 15 ans. Ça ne fait qu'empirer. Envisagez une ordonnance restrictive. Documentez tout. Vous en aurez besoin. Après leur départ, Jerry est venu avec un soda. Problème de famille? Mon frère et sa fiancée pensent qu'ils ont droit à ma maison parce qu'ils fondent une famille et que je suis célibataire. Jerry a hoché la tête. J'avais un frère comme le tien. J'ai passé 30 ans à le sortir du pétrin. Tu sais ce que j'ai appris? Quoi donc? Certaines personnes ne comprennent les limites que lorsque vous les faites respecter avec des papiers et des rapports de police. Ils ont besoin de conséquences, des vraies. J'ai réfléchi à ça toute la nuit. Au matin, j'avais pris une décision. Lundi matin, j'ai rendu visite à l'avocate Rebecca Stone. J'ai tout expliqué. La demande de la maison, le harcèlement, la tentative d'effraction, le sabotage de mon entreprise. Vous avez des motifs pour une ordonnance restrictive, a-t-elle dit. Mais cela endommagera de façon permanente les relations familiales. Elles sont déjà endommagées. Elle a rédigé les documents. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été fixée 3 semaines plus tard. Mais quelque chose me tracassait. Le favoritisme de papa envers Ethan avait toujours semblé désespéré, comme s'il essayait de prouver quelque chose. J'ai commencé à fouiller dans de vieilles photos de famille. Je les ai étalées sur ma table. Plus je regardais, plus c'était évident. Ethan ne ressemblait ni à papa, ni à moi, ni à personne du côté de papa. Un nez, une mâchoire, une carrure différents. Des yeux noisettes dans une famille d'yeux bleus. Même ses manières étaient différentes. Papa avait cette habitude de faire craquer ses doigts quand il réfléchissait. Je le faisais aussi. Ethan, jamais. Des petites choses qui s'additionnaient. J'ai appelé ma cousine Monica à Seattle. Après quelques banalités, j'ai demandé prudemment, est-ce que ta mère a déjà mentionné quelque chose de bizarre à propos de la naissance d'Ethan? Longue pause. Pourquoi tu demandes ça? La façon dont papa nous a toujours traités différemment. Je ne sais rien de certain, mais je me souviens avoir entendu ma mère mentionner un type nommé Connor. Quelqu'un avec qui ta mère sortait à l'université, avant ton père. Connor. Maman avait un vieil album de fin d'année dans le grenier. Je l'avais vu quand j'étais enfant. Ce week-end-là, je suis allé chez mes parents quand ils n'étaient pas là. J'avais toujours ma clé d'enfance. J'ai trouvé l'album. Connor Reeves. Photo de fin d'études. Sourire confiant, cheveux noirs, yeux noisettes. Les mêmes traits qu'Ethan. À côté de sa photo, un petit cœur avait été gratté. J'ai fait des recherches. Connor Reeves vivait à Denver, dirigeait une société de conseil, marié, 3 enfants adultes. Sur chaque photo en ligne, je voyais le visage d'Ethan. Obtenir une preuve ADN serait délicat. Le déjeuner d'anniversaire de l'oncle Isaac a été la prochaine interaction familiale. Papa m'a envoyé un texto disant que ma présence était attendue. Je suis arrivé avec une fausse civilité.
La fête était tendue. Ethan et Kelsey chuchotaient assez fort pour que je les entende. Égoïste et pathétique. Mais je n'étais pas là pour une réconciliation. J'ai subtilisé le verre d'eau de papa pendant le déjeuner. J'ai pris la canette de soda d'Ethan plus tard. Les deux ont fini dans des sacs Ziploc dans ma voiture. Pour Connor, je l'ai contacté via LinkedIn pour du conseil. Nous avons eu un appel vidéo. J'ai mentionné que j'étais à Denver pour affaires. Un café? Connor a accepté. Il semblait vraiment correct, prospère, bien éduqué. Le rendez-vous au café a été agréable. Quand il est allé aux toilettes, j'ai pris sa tasse de café et sa serviette, je les ai scellés dans des sacs que j'avais apportés. J'ai envoyé les 3 échantillons à un service de test ADN, payé pour un traitement express, puis j'ai attendu. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu en premier. Rebecca a présenté les documents. Le juge a à peine délibéré. Le juge a dit à Ethan, « Vous et Madame Torres devez maintenir une distance minimale de 100 yards de la résidence et du lieu de travail de votre frère. Aucun contact direct ou indirect. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. » Le visage d'Ethan est devenu violet. Kelsey avait l'air de vouloir mettre le feu au tribunal. Papa, qui était venu soutenir Ethan, s'est levé en bafouillant. « Une autre interruption et vous serez expulsé », a averti le juge. En sortant, papa m'a rattrapé dans le parking. « Tu as obtenu une ordonnance du tribunal contre ton propre frère. » Mon frère a essayé de s'introduire chez moi 2 fois. Sa fiancée a saboté mon entreprise. Je me suis protégé. C'est ce que tu es devenu? Tellement obsédé par ta maison que tu détruis ta famille. Je n'ai rien détruit. C'est vous qui l'avez fait en traitant Ethan comme s'il ne pouvait rien faire de mal, tout en me traitant comme un inconvénient. Le visage de papa s'est assombri. J'ai tout donné à vous deux, les garçons. Tu as tout donné à Ethan. Moi, j'ai eu des leçons sur la formation du caractère. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Ethan avait besoin de plus de soutien. Il a toujours eu plus de difficultés que toi. Je me demande bien pourquoi, ai-je dit. Peut-être devrais-tu demander à maman à propos de Connor Reeves. Papa s'est figé. Je suis parti en voiture. Les résultats ADN sont arrivés 3 jours plus tard. L'enveloppe est restée sur mon comptoir pendant 1 heure avant que je ne l'ouvre. Le rapport était technique, mais la conclusion était claire. Papa et Ethan ne partageaient aucun ADN paternel. Connor et Ethan présentaient une probabilité de 99,9% de paternité biologique. J'avais eu raison. Ethan n'était pas le fils de papa. Ryder est passé ce soir-là. Je lui ai montré le rapport. Ça explique tout, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Une partie de moi voulait tout faire exploser immédiatement. Une autre partie hésitait. Puis je me suis souvenu du point d'Ethan à travers mon mur, des appels de Kelsey à mes clients, de la tentative d'effraction, des 8 000 $ que j'avais dépensés en frais de justice jusqu'à présent, du projet que j'avais failli perdre. Je vais l'utiliser, ai-je dit. Première étape. J'ai envoyé une lettre à papa. Coursier professionnel. Signature requise. Simple. 6 juin un test ADN prouvant qu'Ethan n'est pas votre fils biologique. Connor Reeves, le petit ami de maman à l'université, et son père. Le test comprenait des échantillons de vous, d'Ethan et de Connor. Les résultats sont concluants. J'ai des copies dans plusieurs endroits. Si le harcèlement concernant ma maison continue, je partagerai ces résultats avec toute la famille. Si vous me laissez tranquille, cela restera entre nous. C'est votre choix. J'ai inclus une copie du rapport complet. Les 14 pages, les marqueurs génétiques, les calculs de probabilité, les certifications du laboratoire. Impossible à contester. Les 48 heures suivantes ont été silencieuses. Puis papa a appelé. Nous devons parler en personne. D'accord. Lieu neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner près de LIE 5. Papa avait l'air terrible quand je suis entré. Mal rasé, vêtements froissés, yeux creux. Il avait clairement parlé à maman. Leur voiture était sur le parking. Elle était assise sur le siège passager, le visage dans les mains. À l'intérieur, papa a commandé un café qu'il n'a pas bu. Il est resté silencieux pendant 5 minutes avant de parler. Depuis combien de temps tu sais? Environ 2 mois.
J'ai commencé à avoir des soupçons il y a plus longtemps. L'album de fin d'année. Tu as pris l'album de fin d'année. Je l'ai emprunté. Je l'ai rendu. Plus de silence. Puis, je m'en suis douté à la naissance d'Ethan. Le timing était bon. Ta mère était distante. Et il ne me ressemblait pas. Mais je n'ai jamais voulu de confirmation. Alors tu as surcompensé. Tu as essayé de prouver qu'il était tien en lui donnant tout. Les mains de papa tremblaient autour de sa tasse de café. Chaque fois que je le regardais, je me demandais. À chaque étape importante, je me demandais si j'élevais le fils d'un autre homme. Je pensais que si je l'aimais assez, la biologie deviendrait sans importance. Et moi? Ton vrai fils? Tu étais si indépendant. Je pensais que tu n'avais pas besoin d'autant. J'avais besoin de mon père. Pas d'argent, juste la reconnaissance que je comptais. Papa avait l'air brisé. Je sais. Et je t'ai laissé tomber. Je te laisse tomber depuis 38 ans. Les excuses que j'avais attendues ne m'ont rien fait. Trop tard. Trop de dégâts. Est-ce qu'Ethan sait? A demandé papa. Pas de ma part. Ta mère veut te parler. Je ne veux pas lui parler. S'il te plaît, accorde-lui juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis sorti sur le parking. Maman est sortie de la voiture. Le mascara avait coulé sur son visage. Je suis désolé, a-t-elle dit immédiatement. Pour tout. L'infidélité, le secret, le fait de laisser ton père te traiter différemment. Tout. Combien de temps ça a duré? 3 mois. Connor était revenu pour un projet professionnel. Ton père et moi avions des problèmes. J'ai été faible. Ça s'est terminé quand Connor est retourné à Denver. Je ne lui ai jamais parlé d'Ethan. Est-ce qu'il sait maintenant? Je ne pense pas. Tu ne lui as pas dit? Je l'ai rencontré pour un café. Je lui ai dit que j'étais un client potentiel. J'ai pris un échantillon d'ADN. Il pense que c'était juste pour les affaires. Je ne lui ai pas dit qu'il avait un fils de 34 ans. Le soulagement de maman était évident. Merci. Merci de. Je ne l'ai pas fait pour toi. Connor a l'air d'être quelqu'un de bien. Ça ne me semblait pas juste de lui lâcher une bombe dans sa vie alors qu'il n'a rien fait de mal. Que va-t-il se passer maintenant? Ça dépend. L'histoire de la maison se termine immédiatement. Plus de demandes. Plus de harcèlement. Ethan et Kelsey restent loin de moi, de mon entreprise, de ma propriété. Toi et papa, vous me laissez tranquille, sauf si c'est moi qui prends contact. Faites ça, et ça reste privé. Et si on ne le fait pas? Alors tout le monde l'apprendra. Chaque parent, chaque ami de la famille. J'enverrai des copies à tout le monde sur la liste de cartes de Noël de maman. Ethan découvrira que sa vie est construite sur un mensonge. Papa sera l'homme qui s'est fait cocufier et qui a passé 34 ans à surcompenser. Et tu seras la femme qui a trompé, menti pendant 3 décennies et laissé son vrai fils souffrir. Maman a tressailli. C'est cruel, Oliver. Me demander de renoncer à ma maison pour ton erreur l'est aussi. Te regarder encourager le favoritisme de papa toute ma vie parce que tu protégeais ton secret l'est aussi. Nous faisons tous des choix. Je les ai laissés sur le parking. Je suis rentré chez moi. Je ne ressentais rien. Juste du vide. 2 jours plus tard, papa a appelé. Nous avons accepté tes conditions. Plus de contact. Plus de pression. Laisse juste tomber. Ne le dis pas à Ethan. Tant que vous tenez votre parole. Il y a autre chose. Ta mère et moi, nous nous séparons. Ça a fait remonter trop de choses. Nous demandons le divorce. Je n'ai trouvé aucune sympathie. C'est entre vous deux. Après qu'il ait raccroché, je me suis assis dans ma maison et j'ai pensé à ce que j'avais fait. J'avais détruit le mariage de mes parents, utilisé un secret de famille comme une arme, brûlé des ponts qui ne pourraient pas être reconstruits. Mais j'avais toujours ma maison, et ça devait compter pour quelque chose. Oncle Isaac s'est présenté à mon bureau 3 semaines plus tard. Ryder l'a intercepté. Isaac avait l'air mal en point. Ton père s'effondre. Il a emménagé dans un motel. Ta mère reste chez Paula. Et Ethan, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je me suis protégé.
Tu as détruit le mariage de tes parents. Ils l'ont détruit il y a 38 ans. J'ai juste arrêté de faire semblant. Isaac est parti sans un mot de plus, mais la rencontre a confirmé que papa avait parlé. Le secret fuyait. Mon cousin Blake a appelé ce week-end-là. Mec, qu'est-ce qui se passe? Ma mère dit que tes parents divorcent et que c'est de ta faute. C'est compliqué. Puis, pas si compliqué. C'est à propos de l'histoire de la maison. Tu as vraiment obtenu une ordonnance restrictive contre Ethan? Ethan a essayé d'entrer par effraction 2 fois. Sa fiancée a saboté mon entreprise. L'ordonnance restrictive était nécessaire. Blake s'est tu. Est-ce que tu vas bien? Ça semble extrême. Je vais bien. Mieux que bien. Pour la première fois, je n'attends pas des miettes d'approbation de gens qui ont clairement montré que je ne comptais pas, c'est plutôt sombre, Oliver. C'est honnête. La fissure suivante est venue de maman. Elle a violé l'interdiction de contact avec un texto. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, ton père parle de tout dire à Ethan. S'il te plaît, laisse-moi lui expliquer les choses d'abord. Toujours pas de réponse. La procédure de divorce a été amère. J'ai appris par Blake que papa insistait pour une divulgation complète de l'affaire. L'avocat de maman se battait pour que cela reste scellé. Ça devenait cher et méchant. 6 semaines après mon ultimatum, l'inévitable s'est produit. Ethan l'a découvert. J'ai reçu une série de textos d'un numéro inconnu. Tu as détruit ma famille, espèce de déchet. Ça a dégénéré à partir de là. Menaces, accusations, rage incohérente. J'ai tout sauvegardé et transféré à Rebecca. Cela viole l'ordonnance restrictive, a-t-elle dit. Voulez-vous engager des poursuites pénales? Pas encore. Laissons-le rager. J'aurai peut-être besoin de preuves plus tard. Les textos ont continué pendant 2 jours, puis ont cessé. Blake a appelé. Ethan, c'est pour Connor. Tout. Comment l'a-t-il découvert? Ton père le lui a dit. Il a dit qu'il en avait marre de vivre dans le mensonge. Ethan perd la tête. Le mariage est annulé. Kelsey l'a largué immédiatement quand elle a réalisé qu'il n'aurait pas d'héritage. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La chasse alors de Kelsey avait été évidente dès le premier jour. C'est pire que ça, a poursuivi Blake. Ethan est allé voir Connor. Il a pris l'avion pour Denver avec une carte de crédit qu'il ne peut pas payer et l'a confronté. Il s'est présenté au bureau de conseil de Connor en exigeant une relation et un soutien financier. Il a dépassé la réceptionniste en criant qu'il était son fils. Comment ça s'est passé? Connor a été pris au dépourvu. Il n'avait aucune idée de l'existence d'Ethan ou même que ta mère avait eu un 2e enfant. Sa femme était là pour un déjeuner d'affaires. Ethan a fait une scène énorme devant les employés et les clients. La sécurité a dû l'escorter dehors. L'avocat de Connor a envoyé une mise en demeure menaçant d'une ordonnance restrictive si Ethan le contactait à nouveau. Parfait. Ethan avait grillé sa dernière bouée de sauvetage potentielle de manière spectaculaire. Et Kelsey? Ai-je demandé. Parti. Elle l'a largué le jour même où il lui a parlé des résultats ADN, a pris ses affaires et est retourné chez ses parents. Les dominos tombaient plus vite que je ne l'avais prévu. Ta famille est en pleine déroute, a dit Blake. Maman reste chez tante Paula. Papa est en chute libre dans un motel du centre-ville. Les voisins se sont plaints du bruit. Ethan oscille entre la rage et la dépression, squattant des canapés parce qu'il ne peut pas payer de loyer. Et tout le monde te blâme. 3 mois plus tard, je m'étais installé dans une nouvelle normalité. L'ordonnance restrictive signifiait qu'Ethan restait à l'écart, bien que des textos provenant de téléphones prépayés me rappelaient qu'il n'avait rien accepté. Maman a essayé de me contacter par l'intermédiaire de parents. J'ai tout ignoré. Papa était devenu silencieux. Blake a dit qu'il avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le divorce a été finalisé en novembre. Maman a eu la maison et la moitié des comptes de retraite. Papa a eu son appartement et l'autre moitié. Aucun des deux ne semblait heureux. Puis est arrivé le texto de Noël d'Ethan. J'espère que tu profites de ta maison pendant que notre famille brûle. 2 jours avant Noël, Rebecca a appelé. Ethan a intenté un procès, affirmant que vous avez manipulé les preuves ADN.
C'est absurde. C'est du harcèlement judiciaire. Ça n'ira nulle part, mais ça coûtera du temps et de l'argent. C'est le but. Le procès affirmait que j'avais fabriqué de faux résultats, diffusé de fausses informations et causé une détresse émotionnelle. Il demandait 200 000 $. L'affaire était nulle. Les résultats ADN étaient certifiés. J'avais des preuves. Mais se défendre signifiait des dépositions et des frais. Ryder a regardé le dossier. Il espère que tu vas régler à l'amiable. Ça n'arrivera pas, Rebecca a déposé une requête en irrecevabilité. Elle a inclus la documentation des violations, du sabotage, des effractions. L'audience a été fixée en février. En attendant, les ragots ont atteint leur paroxysme. Tout le monde était au courant pour Connor. Des camps s'étaient formés. La moitié de la famille pensait que j'étais vindicatif. L'autre moitié pensait que j'avais eu raison. J'ai passé Noël seul. J'ai commandé des plats chinois à emporter. J'ai travaillé sur des plans de conception. Le téléphone est resté silencieux. Le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. L'audience du procès a eu lieu un matin froid de février. Ethan s'est présenté en se représentant lui-même. Il ne pouvait pas se payer un avocat. Il avait l'air décharné, épuisé. La salle d'audience était petite. Le juge Collins présidait. Rebecca a détruit son dossier. Elle a présenté les résultats ADN certifiés de Helix Lab, avec la documentation complète de la chaîne de possession. L'ordonnance restrictive avec les rapports de police joints. Des captures d'écran des appels de Kelsey à mes clients avec horodatage. Des relevés bancaires montrant la dépendance d'Ethan au soutien parental, 47 000 $ de dettes de carte de crédit sur 5 comptes et en recouvrement. Des témoins de moralité ont attesté de son instabilité professionnelle. Ethan a essayé d'argumenter, affirmant que j'avais tout manipulé. Sa voix s'est brisée à mi-chemin, ses mains tremblaient en tenant des documents photocopiés qui semblaient avoir été imprimés dans une bibliothèque. Pas de structure juridique, juste un discours décousu sur la trahison et les avenirs volés. Le juge l'a interrompu au bout de 10 minutes. Cette affaire est sans fondement. Les preuves ADN sont certifiées et obtenues légalement. Votre frère avait des raisons légitimes de se protéger étant donné le harcèlement documenté. Votre détresse émotionnelle découle de la découverte d'une vérité sur votre filiation, et non d'un quelconque méfait de sa part. Affaire classée. De plus, je vous sanctionne d'une amende de 5 000 $ pour avoir intenté un procès futile qui a fait perdre son temps à ce tribunal. Le visage d'Ethan est devenu blanc. Dehors, il m'a rattrapé. Il avait l'air terrible. Décharné, creusé, les vêtements flottant sur lui, complètement défaits. Es-tu heureux maintenant? Tu as tout détruit. J'ai arrêté de te laisser prendre ce qui n'était pas à toi. C'était juste une maison. C'était ma vie, mon travail, ma preuve que je pouvais construire quelque chose par moi-même. Tu voulais la prendre parce que tu n'as jamais rien construit toi-même, parce que papa t'a toujours tout donné. Alors tu as pensé que tu méritais aussi ma maison. Ce n'est pas mon père, a dit Ethan, la voix brisée. Je n'ai pas de père. Connor ne veut rien savoir de moi. Et Patrick, il peut à peine me regarder maintenant. Sais-tu ce que ça fait? Oui, en fait, je sais exactement ce que ça fait d'avoir un père qui te regarde comme si tu étais une déception. J'ai vécu avec ça pendant 38 ans pendant qu'il te regardait comme si tu avais décroché la lune. La différence, c'est que j'ai construit quelque chose quand même. Toi, tu attendais juste qu'on te donne tout. J'ai tout perdu à cause de toi. Mon père, ma relation, ma fiancée, tout. Tu as tout perdu à cause des choix que ta mère a fait avant ta naissance et des choix que tu as fait toute ta vie. J'ai juste arrêté d'être un dommage collatéral dans ton gâchis. Tu veux un conseil? Il me fixait, brisé. Arrête d'attendre que quelqu'un te sauve. Connor ne sera pas le père que tu veux. Patrick n'est pas ton père et ne le sera probablement plus. Maman ne peut plus te soutenir. Découvre qui tu es sans que quelqu'un te soutienne financièrement. Construis quelque chose par toi-même pour une fois. Facile à dire pour toi. Tu avais tout compris depuis le début. Je n'avais rien compris du tout. J'avais juste peur de finir comme toi, fauché et blâmant tout le monde. Je l'ai laissé là, debout sur le parking du palais de justice, détruit et désespéré. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place en mars. J'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de maman.
Elle vendait la maison de Biverton. Trop de souvenirs, trop cher à entretenir avec un prêt. Le produit de la vente serait partagé conformément au jugement de divorce. Mais il y avait une lettre séparée de maman elle-même. Manuscrite. Oliver, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je ne t'en veux pas. J'ai passé 3 mois en thérapie à essayer de comprendre les dommages que je vous ai causés, à toi et à ton frère. Pas la thérapie d'Ethan, la mienne. Pour essayer d'assumer ce que j'ai créé. J'ai eu une liaison. J'ai menti pendant 34 ans. J'ai laissé votre père surcompenser avec Ethan d'une manière qui t'a blessé. Je les ai encouragés tous les deux au lieu de faire des choix difficiles. Ce sont mes échecs, pas les tiens. Tu as eu raison de protéger ta maison, raison de poser des limites. Je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas reconstruire ce qui est brisé. Mais je veux que tu saches que tu méritais mieux de notre part à tous. Je suis désolé de ne pas avoir pu te donner ça. Ton père est toujours dans son appartement du centre-ville. Il demande de tes nouvelles parfois. Je lui dis que je ne sais pas, parce que c'est vrai. C'est peut-être approprié. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai pris. Avec amour, maman. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir avec les résultats ADN et tous les autres documents de l'implosion familiale. Ryder est passé ce soir-là avec des plats à emporter et m'a trouvé assis sur ma terrasse arrière, prenant un verre et regardant le coucher de soleil. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ouais, mieux que bien, en fait. » Ryder a levé son verre. « Je bois à ça. » Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Jerry nous a rejoints un peu plus tard avec ses propres sodas. Nous sommes restés tous les 3 sur ma terrasse alors que le ciel de Portland s'assombrissait. « La maison est belle », a dit Jerry, en désignant la pergola sur mesure que j'avais construite le mois dernier et le nouvel aménagement paysager. J'ajoute la cuisine extérieure ensuite. Ouais, je commande les matériaux la semaine prochaine. Grill viking, comptoir en pierre, réfrigérateur intégré, peut-être un four à pizza si je me sens d'humeur ambitieuse. Les affaires étaient solides. 3 nouveaux contrats signés. La maison était à moi. Elle valait maintenant 720 000 $, selon la dernière évaluation. Le marché m'avait été favorable. Pas d'hypothèque, pas de droits acquis, pas de famille revendiquant la propriété de ma sueur. Cette maison était devenue le catalyseur de la destruction de ma famille. La demande de l'abandonner avait exposé une pourriture qui était là depuis des décennies. Mon refus avait forcé tout le monde à affronter des vérités qu'ils avaient passé des années à éviter. Le test ADN avait fait exploser ce qui restait, et l'explosion résonnait encore. Je ne regrettais rien. Pas une seule seconde. Debout dans mon salon à minuit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti en présence de ma famille. La paix. Pas le bonheur. Cela semblait trop simple pour ce qui s'était passé. Mais une paix authentique. Le genre de paix qui vient quand on sait qu'on vit honnêtement. Même si cette honnêteté a tout brûlé autour de vous. La famille dans laquelle j'étais né avait disparu, dispersée et brisée, probablement de façon permanente. Mais j'avais gardé ce qui comptait, posé des limites qui me protégeaient. Certains appellent ça de l'égoïsme. J'appelle ça de la survie. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer des histoires de plus en plus intéressantes. Merci.